Radio Papote sur Radio Saint-Féréol. Ça papote de quoi, Radio Papote? Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Saint-Fé, 94.2. Bonjour tout le monde, vous êtes toujours sur Radio Saint-Féréol, dans la vallée de la Drôme et à Crest et ses alentours. Vous pouvez suivre Radio Papote sur le site radiosaintfé.com ou sur YouTube, Instagram aussi. Et juste pour vous dire, notre émission elle est désormais diffusée 2 fois par mois, les 2e et 4e vendredis du mois, de 21h à 22h. Donc ça sera toujours les 2e et 4e vendredis du mois à partir de maintenant. Et peut-être jusqu'à septembre prochain, on verra. En tout cas, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? La Drôme n'échappe pas aux tendances nationales où la couleur bleu marine s'invite dans nos paysages et les esprits de nos concitoyens. On va se parler franchement. Si vous suivez l'actu locale, vous avez senti le vent tourner. C'est plus juste une brise, c'est une tendance de fond. Même si la vallée de la Drôme reste un bastion au milieu du département, où les voix du Rassemblement national sont relativement plus basses que le reste, on se demande comment on en est arrivé là. Comment le vote d'extrême droite et de droite extrême, qui était autrefois un vote coup de gueule ou cantonné à certains coins, est devenu un vote d'adhésion massif. Des plaines de Valence jusqu'aux villages les plus reculés de la Drôme ou dans la Drôme des collines. Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est l'oubli des campagnes ? Sentiment d'oubli des campagnes ? Est-ce que c'est la désindustrialisation de la vallée du Rhône ? Est-ce que c'est une vraie conviction ? Et de réelles racines racistes du vote extrême droite. En tout cas, l'effondrement de la droite traditionnelle, perdu entre le macronisme qu'ils rejettent, fait qu'ils ont tendance à aller vers le vote Rassemblement national qui fait tout, c'est un parti qui fait tout pour se normaliser. En tout cas, à grands coups de propagande payés par leurs soutiens milliardaires, Bolloré, Sterrin, qui possèdent de nombreuses chaînes de télé, de nombreux journaux, pour ne pas citer CNews, pour ne pas citer le JDD, etc. Et des radios aussi, comme Europe 1 et d'autres. Donc, installez-vous confortablement, prenez un truc chaud ou frais à siroter, parce qu'on reçoit ce soir une invitée de marque qui lève les yeux, et une personne qui se met en première ligne aujourd'hui du combat contre la droite, et contre ses idées aussi. On reçoit Anne Armagnac, qui est... merci d'être parmi nous, Anne. Tu es candidate sur une liste qui s'appelle AVEC, au municipal 2026 à Crest. Bonsoir, Anne. Bonsoir. J'avais oublié de mettre ton micro. Ah, bonsoir. Anne, est-ce que tu peux te présenter rapidement aux auditeurs qui te connaissent peut-être pas ou qui t'ont peut-être croisé à Crest ? Alors, je suis une femme, une mère, une grand-mère, et je suis très fière de l'être. Je suis quelqu'un qui habite sur le territoire de Crest depuis très longtemps, même si ça fait pas très longtemps que j'habite dans la ville de Crest vraiment. Et je suis une militante des droits de l'homme et une travailleuse du social. Tu peux nous partager tes expériences professionnelles dans ta vie ou un petit peu dans les domaines dans lesquels tu as travaillé ? Alors, j'ai travaillé pendant 20 ans pour l'APF, l'Association des paralysés de France, donc dans le handicap physique. Mais je travaillais pour la dimension militante de l'association. Okay. Avec mes partenaires de travail au quotidien, c'était des personnes qui étaient posées sur des fauteuils roulants. Engagées pour défendre leurs droits, leurs conditions de... Ouais, pour faire connaître l'association et défendre les droits des personnes en situation de handicap. Ouais. Ok, très bien. Dédicace à ma mère qui fait des dons à cette association. Pourquoi tu t'es engagé dans ces municipales cette année ? Est-ce que c'est c'est une année particulière pour toi, cet engagement ? Enfin, c'est un engagement particulier ? Alors, c'est pas un engagement particulier, parce que j'ai toujours été engagée depuis fort longtemps. J'ai été représentante des parents d'élèves. Ça fait très longtemps que je suis engagée pour la Palestine. J'ai un peu milité à Amnesty. Voilà, donc l'engagement, quand j'habitais dans un petit village qui s'appelait Francillon-sur-Roubion, on a essayé avec un groupe de copains de monter une liste aux dernières élections. Pour moi, c'est une évidence de participer à la vie locale, la vie où j'habite. C'est vrai, ok. Est-ce que les autres, vous aviez envie de poser une question à Anne pour se présenter un petit peu ?
Bah oui, peut-être pragmatiquement, comment est-ce que tu t'es retrouvé à être embarqué? Enfin, tu es allé à une réunion un jour en avec et puis du coup, de fil en aiguille, tu t'es retrouvé dedans ou alors c'était une démarche volontaire dès le départ quand tu les as contactés? Euh, D'essayer de faire partie des gens qui allaient changer des choses à Cray, ça me titillait depuis un petit moment, depuis que j'avais emménagé vraiment à Cray, donc je pouvais avoir cette possibilité. Et puis, de bouche à oreille, j'ai appris qu'il y avait un petit groupe qui avait commencé, et ça il y a 1 an et demi, à travailler sur une éventuelle liste, et je les ai très vite rejoints en leur disant que j'étais partante, et voilà, donc ça fait 1 an et demi que je suis avec eux. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sanfé 94.2. Salut Antoine, on va faire les présentations parce qu'on a commencé un peu vite pour présenter notre invité ce soir. Antoine, ça va? Est-ce que tu peux te présenter? Salut Elias, salut à tous. Je vais pas forcément me présenter, je vais juste dire que je m'appelle Antoine et que je suis en pleine forme et ravi d'être là avec vous ce soir. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, Antoine? Alors en ce moment, j'essaye de me détacher un peu des écrans, donc de faire moins d'écrans et de mieux mettre à profit mon temps libre. Alors par exemple, en vous dégotant des petits extraits audio pour agrémenter l'émission, donc restez avec nous pour en savoir plus. Nonce, tu nous rejoins pour ta première émission. Salut Nonce, et bienvenue à Radio Papote. Salut Elias, Bienvenue, merci. Nonce. T'es stressée pour ta première émission avec nous? Un peu stressée, mais je suis surtout contente. Et je sais qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, une lutte vraiment hyper importante pour moi. Donc, j'ai hâte d'en discuter avec vous. Nous aussi. Et Franck, qui bosse, qui a déjà parlé en fait. Donc, on te présente un peu tard. Franck, c'est pas la première fois que tu viens à Radio Papote. Donc, toi, tu bosses pour une ONG. Tu nous reviens tout juste de plusieurs déplacements au Soudan et en Irlande, un lieu de conflit dramatique et de famine bien connu. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'ils ont un historique là-dessus. Oui, c'est des endroits d'ailleurs où bien sûr je ne manque jamais de parler de Radio Papote. Mais bon, Radio Papote, de toute façon, bien sûr, c'est déjà connu internationalement. Donc il faudrait que tu fasses comme ces lecteurs du journal Le Crétois qui se prennent en photo avec le journal dans un désert en arrière-plan, un marché asiatique. Ou, ouais, ce serait pas mal, mais du coup, il faudrait faire une version radiophonique. Alors je sais pas, faudrait que j'enregistre un bonjour Radio Papote avec en bruit de fond, je sais pas, un chameau qui déblatère ou une ambiance de pub irlandais. Ouais, ou un pick-up qui démarre, ou un truc comme ça. Ah ouais, il y a du concept, ouais, d'idées là-dedans. Trop bien. Allez, vas-y, tu nous le fais la prochaine fois. On le passera, promis. Donc, enfin, je me présente. Enfin, personne ne me donne la parole dans cette émission. Bonsoir Elias. Donc, je suis Elias, j'anime Radio Papote pour le plus grand plaisir des adeptes du visionnage de vidéos YouTube en vitesse x2 et autres survoltés et troublés de l'attention qui écoutent d'une oreille la radio tout en scrollant sur X ou Instagram à la recherche de leur dose de dopamine pour la journée. Et la fin de journée est un moment un peu critique parce que c'est le moment avant de se coucher, il faut avoir un peu sa dose. Hein. Donc cœur sur vous, les troublés de l'attention, les TDA, on est tous ensemble. Les GAFAmisés, tu veux dire? Ouais, les GAFAmisés, les accrochés à Meta, les accrochés à X et compagnie, en train d'aller chercher le dernier tweet scandaleux de je ne sais qui. Allez, on est ensemble pour 1 heure d'émission en direct et vous pourrez réécouter cette émission dès demain sur radiosynfé.com à la page de l'émission, mais aussi sur YouTube. On a un compte, vous cherchez Radio Papote 26 et sur Instagram aussi, donc vous pouvez correspondre avec nous aussi, nous envoyer des messages. Si un jour on reçoit un message sur le compte Instagram, un DM sur le compte Instagram Radio Papote, je jure que je fais une dédicace à la prochaine émission de la personne. Je passe la musique qu'elle veut par exemple ou quelque chose comme ça, ou le message qu'elle veut. On peut faire comme un Fun Radio si vous voulez. Pas de problème, on peut faire des dédicaces. Donc. Oh bah là ça va marcher, là c'est bon. Ouais, clairement. Ça me donne même envie. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sanfé 94.2. Alors parlons un peu des municipales à Cray. Anne, donc je rappelle, Anne était invitée à cette émission. Elle est candidate sur la liste qui s'appelle Avec, à Cray.
Parlons un peu avec toi de cette campagne avant de commencer nos débats sur le thème l'extrême droite. Donc aujourd'hui, vous en êtes où de cette campagne, Anne? Éclaire-nous. Alors déjà, je voudrais vous dire ce que veut dire avec, c'est agir et vivre ensemble à Cray. Alors où est-ce qu'on en est ? On a commencé il y a déjà 1 an et demi à faire des porte-à-porte. On a commencé il y a quelques temps à faire des réunions de quartier, donc aller voir les gens. On a eu toute une phase où on a recueilli un peu les attentes des habitants, des citoyens. Et là, on est en train de finir d'écrire notre programme. Donc ça, c'était vraiment le gros boulot. Recueillir et transformer ça en proposition électorale. Et on est en train de finir de constituer notre liste. Voilà. Puisque tout passe par l'assentiment, par des votes au niveau du collectif, ça nous prend plus de temps qu'une liste où il y aurait une tête de liste qui dirait « Bon voilà, on va parler de ça, il y a telle personne sur ma liste et c'est pas la peine de négocier, c'est comme ça. » Donc nous, on n'a pas choisi ça. Donc c'est vrai que ça prend du temps, mais d'un autre côté, on va avoir un programme dans lequel on va tous se reconnaître et ça, c'est important. Ok, par le biais de vos remontées que vous avez fait du terrain, de la rencontre avec les gens. Avec la rencontre avec les gens, mais aussi on a dans le collectif, on est à peu près 70. Et on a ce qu'on appelle l'agora, c'est-à-dire on a des gens qui suivent notre travail. Et là, on a, je crois, on a pas loin de 400 personnes. D'accord. Donc c'est aussi par le biais de ces personnes-là. Voilà. Ok. Non, tu avais une question ? C'est quoi ce qui est le plus ressorti dans les porte-à-porte que vous avez fait? C'est quoi la thématique peut-être première que mettent en avant les Crétois et les Crétoises Alors beaucoup le logement. C'est la galère de se loger à Cray. Donc le logement, c'est vraiment un thème qui revient beaucoup. Le pouvoir d'achat aussi. Donc ce qui est beaucoup ressorti aussi, c'est le fait d'aller à la MJC à Oust plutôt que d'aller à Créactif, parce que Créactif, il n'y a pas de tarif préférentiel et que c'est donc trop cher. Le manque d'action, d'activité pour les ados, pour les enfants. Voilà, c'est vraiment ce qui revenait très, très, très souvent. Ok. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Allez, on attaque sur le thème de cette émission. Il est 21h15, vous êtes sur Radio Saint-Ferréol 94.2 FM. On écoute Radio Papote. Donc, c'est quoi le RN, l'extrême droite, dans la vallée de la Drôme et les alentours de Cray? On s'est posé la question. Donc, pour rappel, aux législatives de 2024, le candidat RN et LR, Adhémar Autran, qui a fait quand même 43% au second tour, face à la députée réélue des écologistes NFP. Avec une participation de 75%, ces résultats font un peu froid dans le dos de la capacité de l'électorat de l'Union des droites, droite extrême, LR anciennement, dissident, etc. Et droite extrême et extrême droite unis, de faire un score conséquent, donc 43% au second tour. Dans ce score, on ne sait pas exactement comment les électeurs macronistes et centristes se sont comportés sur le report de voix, parce qu'il n'y a pas eu de candidat ou candidate macroniste, Ensemble pour la République, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, au second tour. Mais c'est très probable qu'une grande partie soit allée à la candidate du NFP écologiste et un peu à l'extrême droite si on en prend les chiffres du premier tour additionnés. On est le premier département de France avec le plus grand nombre de communes qui n'ont aucune voix RN. Donc ça, c'est quand même une raison de se réjouir. Il y a 35 communes en France où il n'y a eu aucune voix RN, 0 voix RN. Et sur les 35, en France, il y en a 6 dans la Drôme, donc c'est une petite raison de se réjouir. Bon, mais d'un autre côté, il y a cette carte de la Drôme publiée, vous pouvez la trouver sur le Dauphiné libéré dans les archives. Une carte de la Drôme avec les votes extrême droite des législatives des dernières élections de 2024, et on voit en fait une coloration vraiment bleu marine tout autour de la Drôme, des collines au nord aux Baronnies au sud, avec vraiment une grosse différence entre la vallée de la Drôme et le reste du département. Par exemple, la vallée du Rhône qui est vraiment très très bleu marine,
et en perpendiculaire le long de la Drôme avec des communes qui ont des scores très très faibles comparés. Donc on pourrait penser qu'on est un peu protégé de la montée du RN dans la vallée, mais attention à l'effet écran de fumée, ne pas se contenter de vivre dans une bulle qui reste un bastion relatif, on va dire. Et on n'est pas du tout à l'abri qu'aux prochaines élections où que la bulle au faible score de la vallée du RN ne se gomme pas, en fait, avec les tendances nationales qui sont ce qu'elles sont. Donc comme ailleurs, ça monte, c'est chaud, le discours ambiant, raciste, intolérant, du rejet de l'autre qu'on entend nationalement est facilement recraché partout, hein, même ici. Et le problème, c'est que ça correspond à potentiellement aucune réalité locale. Donc c'est ce contre quoi on lutte au quotidien, parce que des discours sont repris sans forcément pouvoir dire ça correspond à une réalité d'aujourd'hui ou de demain. Maintenant, on va écouter une interview qu'on a fait, on va dire d'un kidam à Oust, un monsieur qui s'appelle Mohamed, qui est né ici, qui est d'ici, qui nous explique son vécu. Et ensuite, on reviendra pour débattre autour de ces informations et de son vécu qu'il va nous donner. Enfin, moi, pour ma part, je suis né à Cré, j'ai grandi à Cré, je suis du coin. Et c'est quelque chose que je ne voyais pas il y a 15 ou 20 ans, quoi. Maintenant, les gens se lâchent délibérément plus, on va dire, sur les réseaux sociaux. Où il y a des discours de haine, de xénophobie, des discours aussi homophobes qui font monter les tensions entre les gens. Et je trouve ça dommage pour une région comme la nôtre où il y a toujours eu ce sentiment où vivre ensemble c'était quelque chose de bénéfique pour tout le monde en fait. Franchement ça fait peur, on se dit qu'est-ce qui va se passer si le Front National arrive ou le Rassemblement National arrive au pouvoir quoi. Moi c'est ce qui me fait peur en tout cas. Tu dirais qu'on est encore un peu préservé dans la vallée par rapport à d'autres territoires ou qu'on est aussi dans un territoire où le RN monte ? De toute façon je pense que le RN il monte de partout, hein, que ce soit à la campagne ou dans les grandes villes. Aux dernières législatives heureusement qu'il y a eu un sursaut au deuxième tour depuis l'élection de Macron, hein. À l'époque il y avait je crois 8 députés du Rassemblement National élus à son arrivée en 2017. Aujourd'hui il y en a plus de 100 ou plus de 120 je crois. Donc je pense que ça fait partie du discours de banalisation et les médias aussi ont une grande part de responsabilité. Toi tu vis du racisme ici à Oust et Cré ? Peut-être que je le vis pas, on va dire, directement. Mais après, le racisme, on peut le vivre de manière indirecte aussi, hein, dans une recherche d'emploi, dans une recherche de logement. Ça peut être de plusieurs manières, en fait. Sur qui vote Rassemblement National ou pas, mais quand on prend un peu de la hauteur et qu'on regarde un peu les chiffres, on s'aperçoit souvent que c'est des personnes qui sont âgées. C'est les mêmes personnes qui sont devant leur écran de télé à regarder des chaînes d'information en continu qui sont toujours sur les mêmes thèmes, hein, insécurité, immigration, islam, et puis ils matraquent ça à longueur de journée dans le cerveau des gens et malheureusement ça fonctionne, hein. Les gens ne se posent pas plus de questions, ne vont pas chercher des informations un peu plus larges et puis on le voit en plus dans une région comme dans la nôtre à Cré. Moi j'ai grandi à Cré. Les gens ont peur soi-disant des étrangers ou des migrants, alors qu'ici, il n'y a pas de migrants, ou alors il doit en avoir, mais très très peu, ou même les étrangers, c'est quelque chose qu'on ne voit pas ici, en fait, ça n'existe pas. Donc les gens, je ne sais pas de quoi ils ont peur, en fait, c'est juste de la xénophobie, en fait. C'est qu'ils ont peur de l'étranger et ils en font une haine en soi. Mais en tout cas, moi, des gens qui votent au Rassemblement National ou Éric Zemmour et Reconquête et tout ça, là, j'en connais pas et franchement, j'ai pas envie d'en connaître. Il faut savoir que pas très loin, du côté de Lyon, par exemple, il y a des groupes qui se structurent d'extrême droite, qui font ce qu'on appelle des ratonnades, qui descendent dans les rues à une certaine heure pour essayer de trouver des personnes racisées, de couleur, ou des gens qui ne correspondent pas à leurs idéaux. Même s'attaquer à des personnes qui soient
trans, qui soient homosexuels. C'est déjà arrivé quand le Rassemblement national a failli arriver en tête des élections. Il y a eu déjà des actes comme ça. J'espère que ça arrivera pas ici dans la région. Et moi, je suis d'une génération où plus jeune, on a connu ce genre d'épisodes où il y avait des ratonnades dans les rues de Cré. Hein. Ça a existé, où il y avait des personnes qui se réunissaient le soir à une certaine heure et qui faisaient un petit peu la même chose. Dieu merci, ça n'existe plus, mais avec la montée de l'extrême droite, on peut se poser des questions. C'était quand ces épisodes de ratonnade à Cré ? Il y a déjà eu des épisodes, je sais pas, dans les années 90, on va dire. Dans les années 90-2000, à Cré, peut-être qu'il y a des articles dans la presse qui le relataient, il faudra faire des recherches, je sais pas, mais moi je sais en tout cas que je l'ai vu et que je l'ai vécu, donc je sais que ça a existé en tout cas à Cré. Merci beaucoup en tout cas pour tes réponses. Tu veux rajouter un dernier mot ? Non, merci pour l'interview, et voilà. Le dernier mot, ce sera d'inciter les gens à s'inscrire sur les listes électorales et de se mobiliser pour le vivre ensemble, pour un petit peu plus d'humanisme, pour un petit peu plus aussi de partage des richesses, c'est important, je trouve. Voilà, donc c'était l'interview de notre envoyé spécial Nonce sur le terrain, reporter sur le terrain, envoyé sur les terrains les plus difficiles. Cré, Oust. Sur le pont de Cré. Sur le pont de Cré. Vraiment terrain difficile. Ouais, sur des terrains très difficiles où elle prend des risques avec son casque et son gilet, marqué presse dessus. Comment vous réagissez à cette interview et puis aussi à tous les propos qu'on a tenus juste avant en introduction. Qui veut commencer, Franck ? Ouais, non, je trouve qu'évidemment que c'était un témoignage intéressant. Notamment, ce qui m'a marqué, c'est le fait que quand on a un profil à être racisé, et ben même si on ne l'est pas directement, le fait de savoir que c'est là, en fait, ça pose des doutes, ça pose des questions. Hein. Il le dit, est-ce que la non-attribution d'un logement, est-ce que la non-attribution d'un emploi, du coup, sachant que c'est là où on se pose la question quand on sait que du fait de son prénom ou qu'on risque de se faire raciser, quoi. Et je trouve ça intéressant comme réflexion. Ouais. Anne, tu voulais réagir sur tous ces propos qu'il y a eu dans cette première partie ? Moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est la responsabilité des médias. Et je pense que là, il y a vraiment un très, 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 très gros sujet. J'aime bien le terme merdia. Il n'est pas de moi. Je l'ai entendu un jour et je trouve que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire tous les gens qui sont perfusés à tous ces médias très négatifs, ils ne peuvent que avoir en tête que l'autre, c'est d'abord l'étranger, donc c'est celui qui vient voler le travail, c'est celui qui vient profiter de toutes les allocations, parce que en France, on a quand même la chance, on peut vivre dignement grâce à l'aide de l'État, et que ces personnes ne viennent que voler ces aides de l'État. C'est toutes les fausses croyances qui sont perfusées toute la journée, voire la nuit, parce que c'est des chaînes que je regarde jamais, donc a priori c'est en permanence, donc je pense que c'est même la nuit. Donc au bout d'un moment, on ne peut de toute façon on est formaté, donc on ne peut avoir que ces réflexions. Et je pense que c'est vraiment là qu'on peut travailler il faut vraiment travailler sur ces fausses croyances, il faut rencontrer les gens, il faut les faire se rencontrer pour que l'autre ne soit plus celui qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur la concentration des médias entre les mains de nos oligarques à nous, qui sont les Bouygues, Bolloré et autres qui détiennent TF1 et Canal+, CNews, etc. etc. Antoine, tu voulais réagir aussi ? Oui, peut-être une question pour Anne. Enfin, moi, dans mon entourage, j'ai pas l'impression d'en connaître des gens qui votent RN. Alors peut-être qu'ils me le disent pas ou je sais pas quoi. Donc ça me sidère toujours les témoignages de Mohamed et des gens de la région et les statistiques. Est-ce que vous êtes interpellé un peu par des gens sur ces thèmes-là, en fait ? Ou vous sentez qu'il y a peut-être une défiance vis-à-vis des institutions, parce que dans le RN, il y a aussi des gens qui se sentent abandonnés. Alors, lors des porte-à-porte, ça nous arrive de tomber sur des gens. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas tant que ça de personnes qui sont fondamentalement
RN au fond du cœur, vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui sont racistes, parce que voter RN, c'est d'abord être raciste, je pense. Parce que on leur a toujours dit que de toute façon, s'ils ne trouvaient pas de travail, c'était à cause de l'autre, et l'autre, c'est souvent l'arabe, il ne faut pas se leurrer. Que si ils n'avaient plus de place à l'école, c'était bon, voilà, etc., etc., toutes ces fausses croyances dont je parlais tout à l'heure. Donc, dans les gens qu'on côtoie, lors des porte-à-porte, ça arrive que des gens, aujourd'hui, osent le dire, ce qui n'était pas le cas avant, parce que maintenant, on sait qu'on n'est plus seul à dire qu'on vote Marine ou un député RN, donc c'est plus simple pour toutes ces personnes. Mais je pense que pour beaucoup de ces personnes, en tout cas sur notre territoire, c'est plutôt une méconnaissance de ce que peut vivre un étranger qui est déraciné, qui part de son pays parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais tu disais, Anne, que les médias formatent beaucoup les esprits. Moi, j'ai l'impression que les médias formatent au point qu'ils vont ensuite déformer la réalité qui est vécue, ce qui fait qu'on peut entendre à Cray, moi quand je fais du tractage, ça m'arrive, d'entendre l'insécurité à Cray, c'est impossible. J'ai discuté avec une femme d'une 50aine d'années qui me disait que quand elle rentrait de soirée avec ses amis, une fois qu'elles arrivaient chez elle s'envoyaient des textos pour se dire c'est bon, t'es bien rentrée, oui, je suis bien rentrée. Moi, ça me sidère qu'on puisse exprimer ce vécu-là sur notre territoire. Et en même temps, que dire à ces gens-là ? Parce que je ne peux pas nier leur vécu. Et en même temps, je ne vois pas à quel référentiel, à quelle insécurité ils font allusion, quoi. Ouais, c'est exactement comme le coup des médias, tu vois, des médias dominants, des médias mainstream. C'est-à-dire que finalement, les médias, ils remplissent une fonction d'industrie culturelle. Donc les gens, ils ont envie d'avoir accès à des émissions, des séries, des machins, auxquels machins. Mais en même temps, ils se branchent sur un canal qui leur fournit aussi de la boue idéologique toute la journée à coup de compte rendu, d'infos tronquées, etc. Tout en étant quand même un fournisseur de culture, finalement. Donc tu peux pas dire aux gens, on peut pas dire aux gens éteignez leur télé, et puis on peut pas dire aux gens n'ayez pas peur, tout simplement, le problème va se régler tout seul en disant n'ayez pas peur, c'est bon, n'ayez pas peur. Ce sentiment d'insécurité, il est installé, il est trafiqué aussi par les politiques. Et peut-être, moi j'avais une question, c'était de dire, tu vois, tous ces phénomènes-là, là dans les municipales à Cray, parmi vos adversaires politiques, quels sont les marqueurs de droite extrême que tu vois dans les propositions politiques de vos concurrents, que ça soit la liste sortante ou les listes de droite qu'il y a, apparemment il y en aurait 3 plus ou moins. Comment tu vois le paysage des municipales à Cray et les idées d'extrême... Est-ce qu'il y a des idées d'extrême droite qui infusent là-dedans, dans les propositions ? Alors, avant de répondre à ta question, pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre en compte le sentiment d'insécurité que les gens ils ont et arriver à discuter avec eux pour leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas en insécurité, mais qu'ils ressentent un sentiment d'insécurité et que c'est très différent. C'est vrai que les personnes, par exemple, qui à 11h du soir sont dans la nuit dans leur quartier, se disent je peux peut-être me faire agresser, alors qu'elles se feront jamais agresser. Moi, je passe mon temps à sillonner Cray à pied ou en vélo, même quand tout est noir. Comme je dis aux gens, j'ai jamais eu le sentiment d'être en insécurité. Donc, par contre, il faut reconnaître ce sentiment d'insécurité et arriver à le discuter avec les gens. J'ai écouté il n'y a pas longtemps sur YouTube une super émission qui s'appelle émission Osons causer. Osons comprendre. Osons comprendre, voilà. Osons causer, ouais. Et elle est passionnante parce qu'elle parle de l'insécurité. Et elle prouve très clairement que l'insécurité en France n'a pas augmenté, voire même baissé. Elle utilise des statistiques et elle utilise par exemple un outil dont je n'avais jamais entendu parler qui s'appelle les enquêtes de victimisation. C'est quelque chose qui est fait chaque année par l'État, c'est quelque chose de très officiel, qui questionne des milliers de personnes chaque année et qui met en avant est-ce que vous avez été agressé, est-ce que c'est vraiment du très concret. Et ces enquêtes dont on ne parle jamais sur les médias,
On ne parle que des statistiques de la police ou de la gendarmerie. Et donc ces enquêtes mettent vraiment en avant très clairement que l'insécurité en France a baissé. Donc moi, je crois que notre rôle, c'est de discuter de tout ça avec les gens, de les orienter sur des médias autres. Quand on fait du porte-à-porte, très souvent, on va proposer aux gens d'essayer d'écouter des médias différents. Donc on parle beaucoup de Blast, on parle beaucoup du média, et pourtant on n'est pas financé par eux, hein, mais voilà, parce que ça nous paraît une autre façon comment on peut dire, DRNiser les esprits. Et juste pour rapidement, par rapport à la question sur les concurrents que vous avez dans les autres listes, qu'est-ce que tu reconnais, toi, dans les propositions qui sont sur la table des listes concurrentes? Alors, les propositions de Madame Karcher, on ne les connaît pas, parce qu'on a reçu l'invitation à venir à sa soirée publique. Ah oui. Mais elle ne parle que de ce qui a été fait et bien fait depuis que M. Mariton est maire de Crest. Donc on ne sait pas. C'est-à-dire augmenter les effectifs de police municipale, par exemple? Installer des caméras de surveillance. Elle ne parle pas de tout ça. Il n'y a pas de proposition sur son invitation. C'est vraiment, elle fait un bilan de ce qui a été bien fait. Donc la passerelle, ce qui est magnifique. Le CCAS qui travaille très bien. Le quartier de la gare métamorphosé. Exactement. Donc on ne sait pas. Après, ce qu'on sait, c'est que les vidéos de surveillance ont énormément augmenté à Crest. Mais ce qu'on n'arrive pas à savoir, c'est si depuis que des vidéos de surveillance ont été mises, l'insécurité à Crest a baissé ou pas. Oui, ça, on n'a aucune donnée. On a les données du coût, par contre, de l'installation de toutes ces caméras et du suivi de la maintenance. Et on sait qu'ils veulent en mettre d'autres si la municipalité continue d'être dirigée par Madame Karcher. Il y a d'autres caméras qui vont être mises en place. Ça, c'est déjà acté. Bien utilisé, ça. Mais tout est très opaque, donc c'est franchement compliqué. Et les autres listes, il y en aurait une de 2 jours, c'est ça? Alors, menée par... oui, Rodolphe Dejour. Il y a des propositions Mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et la 3e liste, c'est Audrey Corneille. Ouais. Alors, elle a des propositions, elle? Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai rien eu dans ma boîte aux lettres. J'ai rien lu pour l'instant. Okay. Donc, faut se mettre au travail, si vous nous écoutez. Parce qu'on a besoin de savoir pour qui voter, si on veut pouvoir voter de manière éclairée, éclairante. Je crois que dans l'ordre, il y avait Franck et après Nonce, ou Nonce et Franck. Oui, je voulais revenir sur le côté subjectif de l'insécurité, ce qui est vrai. Et c'est vrai que je pense qu'une des premières choses qu'on peut faire quand on discute avec des gens qui s'apprêtent à voter RN, c'est effectivement de repartir d'autres faits qu'on peut entendre sur d'autres médias, comme Anne le disait. Je trouve que c'est bien aussi peut-être de reposer un socle commun par rapport à tout ça, et notamment de dire qu'évidemment que tout le monde a envie de vivre dans un endroit qui est sécure, et que bien sûr que ça gonfle tout le monde si on assiste à des incivilités. Voilà, je trouve que c'est finalement le vote RN, c'est aussi une question de priorisation. C'est pas que quand on vote à gauche, on s'en fout des incivilités ou qu'on s'en fout de la sécurité. C'est juste qu'on a d'autres types de préoccupations en tête, parce qu'on pense, je sais pas, que le changement climatique, oui, ça a un impact quand même beaucoup plus fort, parce que la solidarité, la répartition des richesses, voilà, ça, c'est ce qui est prégnant dans ce qui crée toutes ces choses-là. Et du coup, poser ce socle commun, je pense que c'est peut-être aussi une manière ensuite de pouvoir justement enchaîner sur ces débats-là, sur la répartition des richesses. Regardons justement les mecs qui sont à la tête du RN, quelles sont leurs vraies propositions par rapport à ça, et qu'à regarder ce qu'ils votent à l'Assemblée nationale pour se rendre compte qu'en fait, ils soutiennent les puissants, et que les gens qui sont pauvres ou précaires, qui vont voter pour eux, en fait, se trompent en pensant qu'ils vont les aider, quoi. Ouais, comme la députée de la circonscription de Montélimar, qui est RN depuis 2022, qui s'appelle Lise Paulet, qui est une des rares, parce qu'elle a été tellement loin dans son extrémisme qu'elle a désobéi aux consignes de son parti qui veut se normaliser. Et son parti s'est abstenu sur la proposition de loi pour constitutionnaliser l'IVG. Et dans le RN, il y a à peu près 5 ou 6 qui ont voté contre. Vraiment un acte militant contre la constitutionnalisation de l'IVG. Et parmi eux, cette très discrète, entre guillemets, députée RN de Montélimar, enfin de la région de Montélimar, qui s'appelle Paulet. Bref,
Non, Est-ce que, Anne, justement, dans le programme d'AVEC, qui, j'ai compris, est en cours de constitution, comment vous confrontez à cette question de la sécurité ? Est-ce que vous l'adressez, entre guillemets, frontalement ? Alors, on essaye de faire prendre conscience aux gens qu'on est conscient qu'ils ont ce sentiment d'insécurité et qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte. Concernant les caméras, ce qu'on dit aux gens, c'est qu'on voudrait avoir des chiffres, on voudrait savoir si les incivilités à Cray ont baissé depuis qu'il y a des caméras, et que tant qu'on n'est pas aux manettes, on ne sait pas. Donc on ne peut pas dire on est pour ou contre les caméras, on ne sait pas pour l'instant si elles ont servi à quelque chose. On a toute une réflexion sur la police municipale. Pour nous, une police municipale, ça doit être une police de proximité. Dans les plus vieux comme moi, on se souvient des îlotiers, qui étaient vraiment une police intéressante, parce que c'était des policiers de secteur, qui allaient rencontrer les personnes, qui vivaient avec les personnes, voilà. Donc, essayer de faire en sorte que la police municipale soit de nouveau une police de proximité. En ce moment, on parle beaucoup des policiers municipaux qui interpellent les vélos dans la Grand-Rue et qui ne font pas de pédagogie. On est plusieurs à avoir vu des policiers municipaux interpeller des jeunes qui passaient un peu vite en vélo, mais c'est quand même pas des scooters, c'est des vélos, et qui, au lieu de faire de la pédagogie pour expliquer pourquoi un vélo peut être dangereux, on met incendier les jeunes qui savaient plus quoi faire et qui, à mon avis, quand ils vont repartent, ont qu'une idée en tête, c'est de se dire mais ces policiers, c'est con quoi, ils m'ont rien dit de constructif, ils ont fait que m'allumer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. La police municipale, bien sûr, il faut qu'il y en ait une, mais qu'elle ait un autre rôle et d'autres missions. Oui, dans un contexte où rien qu'hier, à l'Assemblée nationale, il y avait une proposition de loi dans la niche parlementaire des Républicains de Wauquiez sur l'ajout d'une présomption de légitime défense, en plus de ce qui existe déjà pour les forces de l'ordre. C'est-à-dire, il y a déjà eu la loi dite permis de tuer sous Cazeneuve, sous Bernard Cazeneuve, pendant le mandat de François Hollande. Ce sera ma question de la fin. Le lien que vous faites avec le national, par exemple, avec ces égarements notamment du Parti socialiste, le lien que vous faites dans votre liste sur ces questions-là, parce qu'il y a clairement des responsabilités sur le renforcement des pouvoirs de la police au détriment des libertés publiques, notamment cette loi permis de tuer qui permet en fait d'avoir une présomption de légitime défense très forte pour les forces de l'ordre, et qui a un cas unique, qui est un peu un cas unique dans les pays développés, démocratiques. Il y a très peu d'équivalents pour le coup. Comment vous faites le lien avec le national justement sur les combats nationaux, sur les libertés publiques versus les droits donnés à la police et à la gendarmerie? Alors, dès le début, on s'est dit qu'on ne voulait pas être noyauté par la politique nationale. On ne veut pas qu'on nous parle d'encartement, c'est-à-dire notre collectif... Dans le collectif, il y a certaines personnes qui sont encartées, mais elles ne sont pas encartées au sein du collectif, et ça, on se battra jusqu'au bout pour défendre cette position. Et cette position, ça nous permet d'essayer de garder une certaine distance avec la politique nationale, mais la politique politicienne, la petite politique qui nous intéresse pas. Pour ramener le débat toujours sur le local, en disant voilà, s'il y a un endroit où on peut faire de la politique avec un grand P, de la politique pour le collectif, la politique pour protéger tout le monde, c'est bien sur le domaine du local. Donc voilà, c'est vraiment notre position. Elle est peut-être pas compris par tout le monde, mais voilà, en tout cas, on essaye, nous, de pouvoir avancer sur le terrain. Ok, donc effacer les appartenances politiques nationales et les héritages politiques qui vont avec pour pouvoir fonctionner au local. Ok, bon, c'est un parti pris, en tout cas. Complètement, et on l'assume.
Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Alors j'hésite, est-ce qu'on fait une pause musicale parce qu'on a déjà bien discuté, on a bien chauffé les neurones, ou alors on passe à l'interview suivante qu'on a en stock. Peut-être qu'on va faire une petite pause parce qu'il est déjà 42. Ouais, une petite pause là. Ouais, je vais lancer le titre Je ne t'aime plus, qui est une reprise, vous allez reconnaître, mais par un artiste qui s'appelle Blasé. Par-dessus la musique. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Donc pour ceux qui n'avaient pas reconnu, c'est une reprise de Manu Chao. On est de retour en studio. Il est 21h45. On est super à la bourre. Mais c'est pas grave. On échange bien. Les débats sont intéressants. Ils vont le devenir encore plus maintenant. On est sur Radio Papote, donc, et Radio Saint-Féréol, 94.2 FM dans la région de Crest, et peut-être bientôt dans le monde entier grâce à Internet. Tout de suite, on va passer à la question de la banalisation du discours de l'extrême droite avec Antoine, qui nous a fait un petit interlude. Ouais, merci Elias. Donc le cahier des charges, c'était 3 minutes pour expliquer la banalisation de l'extrême droite en France. Autant vous dire qu'au-delà du management toxique, merci Elias, c'est un défi. Donc vous allez être frustrés, mais c'est pas grave. Alors moi perso, quand j'entends parler de l'extrême droite, je suis content. Je me dis qu'on va s'en payer une tranche. Vous avez dit banalisation de l'extrême droite ? Non, banalisation, oui. À ne pas confondre avec bananisation de l'extrême droite, qui consisterait à croire que ses partisans mangent plus de bananes que la moyenne des Français. Ce qui n'est pas prouvé à ce stade. Alors oui, l'extrême droite est devenue banale dans les médias, mais ça a pris du temps, vu que ça a été fondé, donc le Front National, par un Waffen-SS et un ancien tortionnaire de la guerre d'Algérie, Jean-Marie Le Pen. Donc en 1972, le dépôt des statuts du parti. Et un peu comme Trump, il y a un peu deux phases. D'abord, on avance masqué, où on se targue de la liberté et de grandes phrases, en faisant croire à une forme de pluralisme politique ou à minima d'une forme d'ouverture. Et puis ensuite, les masques tombent, quand c'est suffisamment banal ou que les enjeux électoraux arrivent. On n'a même plus besoin d'excuses, ça rentre comme dans du beurre, comme Trump dans Caracas, par exemple. Bon, je vous propose ici 2 courts extraits médias qui ont analysé ce phénomène. Donc première phase, donc on avance masqué. Premier extrait de Blast Info. Merci Jordan Bardella d'être avec nous sur Europe 1. Merci, vous avez la gentillesse de m'inviter. Léon Maréchal est notre invité sur Europe 1, merci d'être avec nous. C'est la première fois, à mon sens, qu'un empire médiatique n'est plus simplement un empire de presse, mais un empire politico-médiatique qui est tout entier tourné vers cette croisade culturelle, civilisationnelle, mais également, en l'occurrence, électorale.
Donc voilà, je vous avais prévenu, hein, vous allez être frustrés. L'émission, elle est absolument incroyable. Elle est disponible sur Internet. Blast Info est un média indépendant qui ne dépend que de vos dons. Moi, je leur donne 10 € par mois et j'en suis très fier à ma petite mesure. Voilà, cette émission est absolument incroyable. Elle explique notamment comment on peut comprendre comme quelqu'un de Bolloré a pris le contrôle d'une partie substantielle des médias grand public, donc au service d'une idéologie, bien sûr, dont on a déjà parlé au début de l'émission, et de la rentabilité. C'est-à-dire il y a un mix entre ses intérêts particuliers économiques et l'idéologie qu'il défend. Alors peut-être deuxième phase, donc on peut agir maintenant, une fois qu'on a installé une forme de discours, ensuite on peut agir de manière décomplexée. Alors je vous livre ici un petit extrait de Sismic. Donc Sismic, c'est un podcast incroyable, animé par Julien Devorex, ou Devoret, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc lui, il est tout seul, hein, il est donc totalement indépendant et financé par aucun groupe qui défend des intérêts particuliers. Et il a reçu quelqu'un qui s'appelle Laurent Mauduit, que vous connaissez peut-être, c'est un journaliste d'investigation, un des cofondateurs de Mediapart. Donc c'est un journaliste d'investigation, c'est un peu comme un enquêteur, hein, c'est un enquêteur mais qui n'a pas les moyens de coercition de la police. Et il parle notamment de la banalisation de l'extrême droite. Donc nous sommes en juillet 2024. Est-ce que les patrons ne sont pas en train de se rapprocher du Rassemblement national? Et la preuve qui est donnée, l'indice qui est donné à l'époque par toute la presse qui un peu se copie, c'est mais dans un très grand restaurant parisien, un ancien grand patron, Henri Proglio, qui était patron de Veolia et de EDF, a été vu déjeunant avec Marine Le Pen, alors qu'avant, ça ne se faisait pas. Hein. Voilà, donc Laurent, il démontre dans tout son livre, dans ses écrits, dans tout son travail d'enquête, à travers plusieurs décennies, hein, parce qu'il a une mémoire absolument phénoménale dans son travail de documentation de tout ça, que évidemment ce déjeuner n'est pas un acte isolé, mais c'est vraiment pour lui un des signaux parmi plein d'autres d'une bascule globale à laquelle nous assistons tous collectivement. Et enfin, donc en ouverture, plus largement, dans toute l'histoire de l'Occident, l'extrême droite a selon lui toujours eu besoin de l'appui des grands patrons pour finalement accéder au pouvoir. Mais c'est une autre histoire qui fera peut-être l'objet d'une prochaine chronique. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sanfé, 94.2. Et comme on a l'habitude de faire sur Radio Papote, c'est d'élargir le champ et pas seulement de rester forcément au local, mais d'aller chercher des paroles. Là, on va aller à Valence, on se projette à Valence. Ouais, et oui, c'est loin, hein, on se projette vraiment loin. Et on va aller discuter, on va écouter une discussion qu'on a eue ce matin par téléphone avec Malika pour un peu parler de quel discours on peut avoir, quel discours de gauche on peut avoir face aux thématiques imposées par l'extrême droite. Donc Malika, elle va se présenter, elle est militante antiraciste associative très, très active, mais aussi conseillère municipale d'opposition à Valence. Elle est aussi candidate sur la liste LFI citoyenne de Stéphane Magnin pour les élections 2026. Donc on écoute Malika et on revient en studio ensuite pour débattre de ça. Bonjour Malika, merci de ta présence. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Merci pour votre accueil. Alors, moi, je suis Malika Karalawar. Je habite Valence et je suis militante sur différents terrains à Valence. Alors, en premier lieu, moi, je suis issue de la lutte de la lutte antiraciste et je fais partie d'un collectif qui s'appelle Détercité. Et par ailleurs, du coup, je suis dans la lutte anticapitaliste pour l'écologie populaire, etc. Et dans ce cadre-là, je suis élue municipale dans l'opposition à Valence. D'accord, donc toi, tu dois être au contact de l'extrême droite assez fréquemment à Valence. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit état des lieux, nous expliquer c'est quoi la situation de l'extrême droite sur les territoires où tu es élu, sur les territoires où tu habites ? Oui. Alors, c'est vrai que là, on est dans un contexte un petit peu particulier parce que
pour la première fois, aux dernières législatives, l'extrême droite a remporté 2 circonscriptions du département. Et le fait marquant aussi de ces derniers mois, c'est que aux dernières élections européennes en juin, les 3 principales villes de la Drôme, à savoir Valence, Montélimar et Romans, ont placé l'extrême droite en tête. Et c'est ce qui permet de se dire qu'il y a une sorte de cartographie qui est en progression dans le département. Cartographie de l'extrême droite, du coup. Et cette cartographie, justement, elle a été documentée par des militants antifascistes. Et même si elle date un petit peu là de 2 ou 3 ans, elle mettait déjà en évidence en 2023 l'existence de plusieurs groupes d'action d'extrême droite. Et qui sont parfois connus en termes de noms et structurés, mais je vais pas les nommer pour pas leur faire de la publicité, et parfois des collectifs diffus. Et même si il semble un peu en veille, il n'est pas trop actif, je pense qu'il faut quand même prendre en considération leur existence et s'inquiéter de leur capacité de nuisance, parce qu'on en a eu justement l'exemple à Romans quand il y a eu un groupe d'extrême droite qui s'appelle, je crois, Division Charles Martel, qui est intervenu, qui a fait une descente à Romans avec vraiment une intention violente qui visait les habitants du quartier de la Monnaie. Et voilà. Et comment est-ce que localement on peut lutter contre cette montée de l'extrême droite ? Est-ce que on parle encore aux gens qui votent RN ? Est-ce qu'on peut aller à la rencontre des gens qui votent RN ? Est-ce que le dialogue est encore possible avec ces gens-là ? Alors en fait ça dépend. Je pense qu'il faut trouver. En fait le dialogue ne pourra être possible que si on trouve le terrain sur lequel ils vivent les choses en fait. Qu'est-ce qui explique que quelqu'un va voter extrême droite ? Alors moi j'ai une. Alors je sais pas si vous m'entendez encore. Très bien. Vous m'entendez ? Oui. Ouais. Donc, moi, j'ai l'intime conviction qu'en fait, pour lutter contre ces idées-là, il faut être clair, radical, sans langue de bois, et vraiment être en rupture de ce qui se fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que le fait de lisser les propos et parfois même au point de gommer tout discours qui pourrait être en confrontation avec ce que porte le RN, et ça nuit, en fait ça l'installe, ça le permet de le dédiaboliser et en contrebalancer et aussi de l'autre côté de fragiliser les luttes contre l'extrême droite en les lissant complètement en fait. Et moi j'ai pu constater sur le terrain qu'en fait les gens ils ont besoin de parler vrai, c'est-à-dire que quelqu'un qui vote extrême droite, si on lui parle de manière frontale, enfin pas, en tout cas avec respect bien sûr, mais d'expliquer réellement ce que peuvent subir les gens qui subissent le racisme, quelles vont être réellement les conséquences sur toute une partie de la population, tout en ne permettant pas à soi-même d'évoluer socialement ou d'avoir des meilleures conditions de vie ou d'avoir un environnement sain économiquement et de manière écologique, etc. Eh bien, on pourra pas les ramener à nous. Il faut reconnaître leurs difficultés sociales, mais aussi leur parler de manière assez sincère et vraie. Parce qu'on a trop oublié du côté gauche la réalité du terrain. On a tendance à parler de concepts, de lutter de manière jolie, de parler d'idéaux, de démocratie participative, d'initiative citoyenne, etc. En fait, on markete des process sans en oubliant en fait l'objectif déjà, et ça c'est pas bon pour la lutte antiraciste, mais en plus ça ne permet pas à ceux qui sont pas dedans de comprendre l'objectif en fait.
pour toi le contexte des municipales? Est-ce que tu crains justement une percée du RN? Est-ce que tu crains une montée du RN dans les élections qui approchent? Comment tu les anticipes? Alors bon, localement sur Valence, après ce n'est que des hypothèses hein, évidemment, on peut toujours être surpris, mais il me semble que le Front National dans les élections municipales est assez léger sur Valence, d'autant plus qu'aujourd'hui le maire en place va sur ses plates-bandes en fait, adopte le discours et que du coup ça met un flou et en fait les frontières entre la droite LR et la droite Rassemblement National elles sont floues maintenant. Et du coup, pour les lecteurs, ça peut être, on peut aller dans l'un comme dans l'autre. Et du coup, ça, je pense que ça ne favorise pas, en tout cas, le Rassemblement National localement. Pour les élections municipales, j'entends. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une extrême droitisation de la droite aussi sur votre territoire, quoi. Merci en tout cas pour ton commentaire, ta vision, et puis bon courage pour cette campagne et pour la lutte locale. Merci. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Voilà, merci à Malika. Malika, elle est membre d'une association qui s'appelle Détercité 26. Ils sont sur Instagram. Ils sont en train d'organiser une campagne d'inscription sur les listes électorales à Valence, là, en ce moment. On va se diriger doucement vers la conclusion parce qu'il est 21h58 et qu'on s'est fait un petit peu emporter par le temps. Et pour terminer cette émission, je vais vous passer un petit extrait d'un exemple de contre-discours qu'on peut développer pour contrer le discours identitaire de l'extrême droite. C'est donc un discours de Jean-Luc Mélenchon d'il y a quelques jours à Villeurbanne où il parle d'un concept qui s'appelle la Nouvelle-France. Il n'y a pas de France de souche, il n'y a qu'une France actuelle, immédiate, celle qui est là et qui veut être la France et qui ne peut l'être qu'à la condition de pouvoir s'aimer librement, se déplacer librement, sans que sans arrêt on vous demande d'où vous venez, comme une manière de vous demander qui vous seriez réellement. Voilà, ça fait réfléchir, en tout cas si vous avez envie d'aller plus loin. Et pour pas se laisser abattre, on peut tous entrer dans la lutte. On a des outils comme par exemple ces arguments de la Nouvelle-France qui sont médiatisés. On va pas se laisser glisser tout doucement vers la domination des idées d'extrême droite. Il faut les contrer. Et ce genre d'argumentaire peut servir comme plein d'autres. Donc merci à tous, on va conclure. Merci à Anne de nous avoir consacré son temps pendant cette campagne électorale difficile. Tu voudrais avoir un petit mot de la fin après tous ces débats? Est-ce que cette émission t'a fait réfléchir ou bouger sur certaines idées de ton discours? Ou est-ce que tu étais contente? Est-ce que t'es déçue de ne pas avoir dit certaines choses? C'est le moment de le dire. C'est beaucoup trop court. Donc, j'avais prévu plein de petites choses, plein de papiers, mais pas le temps de tout. Après, moi, je pense qu'il y a des super livres simples à lire. Celui de Salomé Saké, Résister. Ouais. Il est vraiment très, très facile à lire. Et donc, c'est agréable parce qu'elle n'essaye pas de nous en mettre plein la tête. Et à la fin, elle donne quelques pistes très simples aussi et très banales, on va dire, de comment rentrer en contact avec quelqu'un qui, a priori, vote RN pour essayer d'aller sur son terrain et de peut-être l'orienter vers un autre vote. T'as dit très banal comme l'extrême droite ou... Allez, on vous dit à bientôt. Rendez-vous le 13 février, le 2e vendredi de février, pour la prochaine émission de Radio Papote qui sera sur le thème de quel féminisme au pluriel, point d'interrogation. Merci à tous, merci Franck, merci Antoine, merci Nonce, merci Anne encore d'être venu. Hasta luego. Salut. À bientôt. Ciao. Merci.